710 matchs, 185 buts, 2 FA Cup, 3 League Cups, une Ligue des Champions, plusieurs autres trophées et plusieurs finales. Steven Gerrard a gagné presque tout ce dont un footballeur peut rêver, sauf le trophée qui comptait vraiment pour lui. La Première Ligue lui a échappé d'une façon que personne n'oubliera jamais. Pas parce qu'il n'a pas assez tout donné, mais parce que, parfois, le football est dur même avec ses plus grands joueurs. Voici pourquoi le meilleur joueur anglais de sa génération n'a jamais remporté la Première Ligue, et comment la ville entière l'a transformé en quelque chose qu'aucune médaille n'aurait pu offrir. En avril 1989, alors que Gerrard n'avait que 8 ans, Liverpool a vécu le moment le plus sombre de son histoire, la tragédie de Hillsborough. Un jour qui avait commencé comme n'importe quel autre jour de match s'est terminé en catastrophe. Des supporters écrasés contre les barrières, des familles courant d'un hôpital à l'autre et toute une ville plongée dans un deuil brutal. Ce 15 avril 1989, 97 personnes ont perdu la vie. Parmi elles, John Paul Gilhooly, le cousin de Gerrard, âgé de 10 ans. Pour la famille Gerrard, ce n'était pas un titre dans les journaux, c'était un enterrement. Il était trop jeune pour comprendre les responsabilités de la police, les mensonges, les années d'injustice qui ont suivi. Mais il était assez grand pour comprendre que le football pouvait détruire des familles autant qu'il pouvait les rassembler. Il était assez grand pour voir des adultes qui aimaient le football devenir soudain méfiants et brisés. Des années plus tard, Gerrard expliquera que perdre John Paul avait tout rendu plus lourd, que Liverpool n'était plus simplement un club qu'il supportait, mais un devoir dont il avait hérité. Et c'est important pour comprendre le reste, parce que Gerrard n'a jamais grandi en rêvant de célébrité ou de caméra. Il a grandi dans une ville où le football était une identité, un refuge, parfois même une manière de tenir le coup. À 10 ans, pourtant, sa carrière a failli s'arrêter avant même d'avoir commencé. Un jour comme les autres, en jouant pieds nus dans la rue, un voisin a accidentellement planté une fourche métallique dans son pied. La lame est passée si près de son gros orteil que les médecins ont hésité à l'amputer. C'est son père qui s'y est opposé. Il n'était qu'un enfant, regardant son avenir disparaître à cause d'un seul geste, d'un seul orteil. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'on découvre un autre trait essentiel de Gerrard. Il n'a jamais eu peur de la douleur. Il était fait pour jouer à travers elle. Il a guéri, il a recommencé à courir. Mais le destin, lui, n'avait pas fini d'essayer de l'effacer. En grandissant à Wiston, Gerrard n'était pas un prodige. Pas le plus élégant, pas le plus technique, ni le plus spectaculaire. Les recruteurs d'Everton venaient régulièrement observer les jeunes du quartier et repartaient indifférents. Ils ont vu Gerrard, n'ont rien trouvé d'exceptionnel et l'ont immédiatement recalé. Un refus qui va le marquer très tôt. Liverpool, de son côté, ne l'a pas repéré lors d'un tournoi prestigieux. Un simple recruteur local a remarqué son agressivité, sa combativité, cette façon de jeter sur chaque ballon comme si on avait insulté sa famille. Liverpool ne l'a pas signé parce qu'il voyait en lui un futur grand milieu. Ils l'ont signé parce qu'il incarnait l'état d'esprit de la ville à ce moment-là, brut, en colère et sans compromis. Alors quand il a fait ses débuts en 1998, un adolescent mince coupe de cheveux sorti du barbier du coin, il ne ressemblait ni à un leader, ni à une légende. Quand Steven Gerrard a fait ses débuts avec l'équipe première de Liverpool en novembre 1998, personne n'imaginait une seconde qu'il allait changer l'identité du club. C'était un gamin de 19 ans, envoyé sur le terrain dans les dernières minutes contre Blackburn pour remplacer Jamie Redknapp, blessé, simplement parce qu'il n'y avait plus personne sur le banc. Il a à peine touché le ballon. Il a même avoué plus tard « Je n'étais pas à ma place et j'étais complètement dépassé ». Et il ne plaisantait pas. Cette saison-là, il joue 13 petits matchs, presque tous en fin de rencontre. Des apparitions si courtes que la nervosité écrasait tout le talent qu'il avait. Le staff de Liverpool ne s'en inquiétait pas. Il ne cherchait pas un prodige, il cherchait un joueur qui en avait vraiment quelque chose à faire. Et c'est pour ça que ce qui allait suivre n'était pas simplement une histoire de football. C'était Liverpool qui misait sur un gamin qui allait porter, pendant presque 20 ans, tout ce que le club n'arrivait plus à régler. Mais avant de pouvoir porter qui que ce soit, il devait grandir. Très vite. Et Liverpool était sur le point de s'en charger. Liverpool, à la fin des années 90, c'était une équipe assez talentueuse pour gagner des trophées, assez imprévisible pour les perdre, et assez immature pour ne pas vraiment s'en soucier. On les appelait les Spice Boys, une génération avec un talent immense. Fowler, McManaman, Redknapp, Collymore, mais plombés par l'inconstance, les soirées en ville et ce cycle sans fin du presque. Ils pouvaient battre n'importe qui le samedi, s'écrouler contre n'importe qui le mercredi, et en rire le jeudi. C'était une équipe pleine de talent, mais incapable de se prendre au sérieux.
Et personne n'imaginait qu'un gamin maigre de Weston allait changer tout ça. En 1999-2000, Gérard commence enfin à enchaîner les minutes. Parfois aux côtés de Redknapp, parfois à la place de Paul Ince, parfois même coincé sur l'aile droite pour dépanner. Il n'était pas élégant, mais il était électrique. Il entrait dans les duels comme si sa vie en dépendait, et il taclait avec une intensité totalement folle. On avait l'impression que c'était le seul joueur sur le terrain qui croyait vraiment que la victoire comptait. Quand il a marqué son premier but en pro contre Sheffield Wednesday, ça a surpris tout le monde. Pas parce que c'était un but incroyable, mais parce que Gérard n'était pas censé faire ça. Il jouait milieu, et il n'était pas un dribbleur, pas un créateur flashy, et malgré ça, il a traversé le terrain, il a éliminé 2 joueurs, et il a planté. Ce jour-là, les gens ont compris qu'il avait quelque chose de différent. Il commençait juste à se faire un nom, petit à petit. Les adversaires voyaient qu'il devenait un vrai problème, peu importe qui se trouvait en face de lui. Mais comme souvent dans l'histoire de Gérard, la réalité est venue lui mettre un coup d'arrêt. Son corps a commencé à lâcher plus vite qu'il n'arrivait à récupérer. Douleur au dos, 4 opérations à l'aine, des déchirures musculaires qui rendaient la marche douloureuse. Alors imagine aller au duel comme il le faisait. Les médecins ont fini par comprendre que son corps avait grandi trop vite et l'entraînement intense ne faisait qu'aggraver une instabilité musculaire déjà présente. Pendant un moment, on a vraiment cru que tout pouvait s'arrêter là. Un peu comme le jour où il avait failli perdre un orteil à cause d'une fourche dans le jardin. Mais Gérard n'a jamais été du genre à renoncer. Il n'a rien changé à son style. Il n'a pas décidé de jouer en sécurité. Il s'est soigné, il est revenu, et il a continué à jouer comme si rien ne pouvait l'arrêter. Et c'est à ce moment-là que Liverpool a capté un truc essentiel. Ce jeune qui passait inaperçu quelques mois plus tôt était en train de devenir un vrai cadre de l'équipe. Pas un espoir, pas un peut-être, un joueur solide, fiable, sur qui tu pouvais vraiment compter. La saison 2000-2001 l'a confirmé. Gérard a enchaîné 50 titularisations, marqué 10 buts et surtout participé au triplé des coupes. FA Cup, League Cup, Coupe de l'UEFA. Il a même marqué en finale européenne. À partir de ce moment-là, c'était clair. Liverpool venait de trouver son leader. Pas pour plus tard, pas à développer, maintenant. Il a été élu meilleur jeune joueur de l'année en Première Ligue. Pourtant, malgré toutes ces récompenses, Gérard se voyait encore comme un milieu défensif, un joueur obsédé par les tacles, pas par les trophées. Son entraîneur, lui, voyait autre chose. Gérard Houllier disait souvent « Chez Gérard, j'ai très vite vu le leader. Il lui fallait juste du temps pour grandir. Et ce temps est arrivé plus vite que prévu. » En mars 2003, Gérard ouvre le score en finale de la League Cup contre Manchester United. Plus qu'un but, c'était un message clair. Il était prêt pour les matchs qui comptent vraiment. À ce moment-là, Gérard avait déjà progressé partout. Timing, positionnement, qualité de passe, il avait compris que le leadership, ce n'était pas juste courir plus que tout le monde, mais faire en sorte que les autres n'aient pas à courir dans le vide. Cette maturité est arrivée pile au moment où l'équipe avait besoin d'une direction. Alors en 2003, à seulement 23 ans, on lui donne le brassard de capitaine. Gérard ne savait pas encore comment diriger des joueurs qui n'avaient pas son niveau d'exigence. Il criait sur ses coéquipiers, il jouait blessé, il essayait de porter l'équipe tout seul, jusqu'à finir vidé physiquement après chaque match. Il devait sauver une équipe qu'il était trop jeune pour porter, et Liverpool, fidèle à ses habitudes de l'époque, lui donnait juste assez de talent pour rêver, mais aussi assez de déception pour le briser. Et cette période ne se termine pas avec un trophée, elle se termine avec une réalité qui va définir toute sa carrière. On attendait de Gérard qu'il sauve un club qui n'était pas construit pour être sauvé. Peu après, un club plus riche, plus organisé, avec plus d'ambition et plus de trophées à offrir vient frapper à la porte. Chelsea lui a proposé exactement ce que Liverpool ne pouvait pas lui donner. Gérard a dû faire un choix qui allait changer sa vie et l'histoire de Liverpool. En 2005, Steven Gerrard était à l'apogée de sa carrière, mais autour de lui, le club ressemblait à un musée rempli de souvenirs poussiéreux. Oui, Liverpool avait l'histoire. Oui, ils avaient les chants, l'atmosphère, la fierté. Mais une vraie équipe capable de gagner, ça, ils ne l'avaient pas. Lors des 2 saisons avant 2005, Liverpool avait terminé 5e et 4e. Et Gérard, même avec le brassard au bras, savait très bien ce que ça voulait dire. Il l'a dit lui-même. Je ne voulais pas passer ma carrière à me battre pour la 4e place. Il voulait des titres, il voulait un projet clair. Il voulait un club qui fonctionnait avec la même exigence que lui. Et juste au moment où sa frustration atteint le maximum, José Mourinho est arrivé, avec un sourire, un carnet de chèques et une promesse que Gérard n'avait jamais entendue auparavant. Viens Chelsea, je construis l'équipe autour de toi. Chelsea, soutenu par Abramovich, était en train de monter une machine. Il venait de gagner la Première Ligue avec 95 points. Il construisait une équipe monstrueuse. Terry, Lampard, Drogba, Makelele, c'était un projet que Liverpool ne pouvait pas rivaliser. Et il voulait Gérard comme le joyau.
Chelsea lui a offert un salaire que Liverpool ne pouvait pas suivre. Ils lui ont offert des titres, des garanties, une équipe prête à gagner maintenant. Liverpool, lui demandait encore d'attendre. Les supporters de Liverpool, eux, ne paniquaient pas. Ils étaient sûrs qu'il ne partirait jamais. Pour eux, Gérard faisait partie des murs. Puis, la bombe tombe. Gérard demande son transfert. Liverpool explose. Des maillots brûlés, des insultes, des menaces, le mot traître partout avant même qu'il n'ait bougé. Un journaliste du Télégraphe avait écrit « Les supporters auraient préféré voir le club brûler plutôt que de voir Gérard jouer en bleu. » Gérard, lui, est chez lui, 25 ans en train de tourner en rond avec sa famille. Il leur demande « Qu'est-ce que je fais ? Je reste fidèle à un projet cassé ou je saisis la chance de ma carrière ?» Il avouera plus tard « J'étais proche, très proche, plus proche que les gens ne l'imaginent. » Chelsea ne lui vendait pas du rêve, il lui donnait des garanties. Liverpool, non. Liverpool lui demandait encore de patienter. Et le football a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a envoyé un miracle. Avril 2005, demi-finale de Ligue des Champions. Liverpool arrache la victoire contre Chelsea dans un match au couteau. Un match où Anfield a tellement mis la pression que Mourinho a disparu dans l'ambiance. Liverpool retourne enfin en finale. La première depuis 20 ans. Et Gérard le dit à ses proches sans détour. Si on gagne cette Ligue des Champions, je reste. Puis arrive Istanbul. En face, c'est l'AC Milan. Une équipe construite pour dominer l'Europe. Ils avaient Kaka, Maldini, Pirlo, Shevchenko, Nesta. Ces gars étaient des machines. Des mecs qui ne gagnent pas juste des matchs. Ils t'enlèvent tout espoir. Après 50 secondes, Maldini claque une volée et fait déjà mener Milan. Liverpool n'a même pas le temps de reprendre son souffle que Crespo marque ensuite sur une action tellement propre qu'on dirait qu'elle a été préparée pendant des semaines. Quelques instants plus tard, Kaka sert encore Crespo et il termine l'action avec un petit piqué, élégant et humiliant à la fois. À la mi-temps, Liverpool est mené 3-0, détruit, ridiculisé, sans aucun espoir. Gérard rentre au vestiaire sous le choc, sans crier, sans montrer sa colère, juste une seule idée en tête, c'est fini, je pars. Mais ensuite, la deuxième mi-temps commence. Gérard marque de la tête. Puis Liverpool réussit l'un des plus grands retours de l'histoire de la Ligue des Champions pour revenir à 3-3. En 6 minutes, Gérard transforme un enterrement en résurrection. Après la prolongation, toujours 3-3. Place au tir au but. Et là, Jerzy Dudek est devenu un peu comme un héros de bande dessinée que rien ne pouvait arrêter. Et Liverpool, contre toute attente, a gagné. Gérard soulève le trophée et lance une phrase qui ressemble moins à une célébration qu'à une promesse. Comment pourrais-je quitter cet endroit ? 3 jours plus tard, Chelsea revient avec son offre finale. Salaire plus gros, projet plus grand, avenir plus assuré. Gérard appelle Liverpool et leur dit « Je peux pas, oubliez la demande, je reste ». En refusant Chelsea, Gérard a refusé des titres de Première Ligue presque garantis. Il a choisi le chemin le plus dur, simplement parce que c'était le bon pour lui. Mais le miracle d'Istanbul n'a pas réparé Liverpool, il a juste masqué leurs défauts. L'équipe restait fragile, irrégulière et dépendante d'un seul homme pour accomplir des choses impossibles. Et en restant, Gérard a hérité d'un poids terrible. Chaque saison suivante, il serait jugé à l'aune d'un miracle. Un miracle qui ne peut arriver qu'une seule fois. Un an plus tard, une nouvelle finale l'attend. Pas en Europe cette fois, en Angleterre. Une finale qui ne serait pas définie par le chaos, mais par un joueur qui refuse de laisser son équipe tomber. Un match qui restera dans l'histoire sous un seul nom. La finale Gérard. Cardiff, 13 mai 2006. Finale de FA Cup. Liverpool contre West Ham. Sur le papier, ça devait être un match normal, une finale sérieuse, mais sans grande surprise. Mais dès que Gérard entre sur un terrain, les matchs simples disparaissent. Liverpool est favori, uniquement parce qu'ils ont un joueur capable de retourner un match à lui tout seul quand tout part en vrille. Et ils vont en avoir besoin, parce que les 30 premières minutes tournent au cauchemar. Reina relâche un ballon, Carragher met un but contre son camp et West Ham comprend que la victoire est possible. Le score affiche 2-0. Pas de panique chez eux, ils se disent « on peut les avoir ». Liverpool revient pourtant vite dans le match. Gérard envoie un centre parfait et 6 et marque. Et ensuite, Gérard égalise avec une frappe monstrueuse de 2. Normalement, à ce moment-là, Liverpool aurait dû calmer le match. Sauf que non. West Ham marque encore 3-2. Et là, tu vois dans leurs yeux qu'ils y croient. Ils pensent vraiment que la coupe est pour eux. Ils n'ont plus peur de Liverpool et de Gérard. La fin du match est horrible côté Liverpool. Les joueurs tombent, ont des crampes, n'y arrivent plus. Gérard finit même au sol, incapable de se relever. Il regarde le tableau d'affichage, 3-2. 1 minute à jouer, la finale est en train de filer. Le commentateur lâche cette phrase. Gérard n'a plus rien dans les jambes. Et puis le ballon lui revient. À 35 mètres, il ne contrôle pas
Il ne réfléchit pas, il frappe. Une reprise incroyable venue d'un autre monde. 3-3, le stade explose. Gérard vient de ramener son équipe tout seul, encore, parce qu'il refuse de perdre. La prolongation, c'est uniquement la conséquence de sa mentalité. Au penalty, Gérard ne peut même pas tirer le premier. Il tient à peine debout. Mais son égalisation a mis toute l'équipe dans le bon état d'esprit. West Ham craque, Liverpool marque, et la finale prend un nom. La finale Gérard. Une finale transformée par un seul joueur. Une finale qui confirme une réalité dangereuse. À Liverpool, tout repose sur Gérard. Et ce mythe va le pousser encore plus loin, jusqu'à l'erreur que personne n'oublie. Après Cardiff, l'image de Steven Gerrard a totalement changé. Avant, on parlait d'un grand joueur. Après, on parlait d'une équipe qui ne fonctionnait qu'avec lui. Entre 2006 et 2013, Liverpool était une équipe imprévisible, capable de battre n'importe qui un dimanche et de perdre contre une petite équipe 3 jours plus tard. Et dans ce chaos, Gerrard jouait à un niveau presque irréel. Saison 2007-2008, 21 buts, 13 passes décisives. 2008-2009, 24 buts, 11 passes décisives. Joueur de l'année en Angleterre, meilleur joueur de l'année selon les journalistes. 2 fois dans l'équipe UEFA, il a été nommé dans l'équipe mondiale des meilleurs joueurs. Top 3 au Ballon d'Or en 2009. Il y a même eu une saison où Gérard jouait quasiment attaquant juste derrière Fernando Torres où il dépassait les vrais buteurs. Pas parce qu'il avait un profil de numéro 9, mais parce que Liverpool n'avait personne d'autre pour faire le boulot. Quand Torres est arrivé, Gérard a enfin soufflé. Le jeune espagnol n'a pas pris son temps. Il a explosé. Et d'un coup, Gérard avait un partenaire capable de transformer ses passes, son énergie et sa rage en but. Et pendant 2 ans, Liverpool a joué un football incroyable. Ils ont humilié le Real Madrid 5-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Ils ont marché sur Manchester United à Old Trafford 4-1. Ils ont terminé avec 86 points, un total qui dans 90% des saisons donne un titre. Mais Manchester United en a pris 90. Liverpool avait le talent. United avait la structure. La différence était violente. Et après ce sommet, tout s'est écroulé très vite. Torres est parti, Alonso est parti, Mascherano est parti, Benitez est parti. Gérard, lui, est resté encore. Liverpool a recommencé les mêmes erreurs. Des transferts ratés, des propriétaires instables, des finances en ruine et des entraîneurs engagés pour stabiliser le navire plutôt que pour remporter des trophées. Ils ont recruté des joueurs que Gérard devait compenser, former, encadrer ou littéralement traîner tout au long des matchs. Il terminait chaque saison premier milieu de Première Ligue en but, passes décisives, occasions créées, tacle, interception. Il était le meneur, le buteur, le patron, le pompier, la solution. Et il faisait ça en jouant plus de 50 matchs par saison avec des adducteurs détruits et un corps qui tenait à l'orgueil. Quand il ne jouait pas, Liverpool ne ralentissait pas. Liverpool disparaissait. En 2012, il était épuisé. Il a vraiment pensé à partir encore une fois. Puis en 2013, un entraîneur est arrivé et a fait quelque chose que personne n'avait fait avant lui. Il n'a pas demandé à Gérard de sauver l'équipe. Il a construit l'équipe autour de lui. Pour la première fois de sa carrière, Gérard ne tirait plus un groupe bancal. Il menait une vraie révolution. Une révolution qui allait emmener Liverpool à 2 doigts du titre, avant de tout briser en un instant, que le monde entier n'oubliera jamais. En avril 2014, Liverpool marchait sur tout le monde. Il marquait à un rythme fou, plus de 100 buts dans la saison. Une série de 11 victoires d'affilée et personne n'arrivait à les arrêter. Et au centre de cette équipe, il y avait Steven Gerrard. À 33 ans, il avait changé de poste. Il jouait plus bas, organisait le jeu, calmait les jeunes autour de lui et guidait tout le monde. Malgré son âge, c'était encore lui le patron. Puis est arrivé le match dont tout le monde parle encore. Liverpool contre Chelsea à Anfield. Le match qui allait couronner toute la carrière de Gerrard en Première Ligue. José Mourinho est venu sans pression, avec une équipe moitié remplaçante, juste pour fermer le jeu et attendre une erreur. Le plan était simple, défendre pendant 90 minutes, casser le rythme, casser le match, et voir si Liverpool allait craquer. Sauf qu'au début, personne ne craquait. Pendant 45 minutes, Liverpool a tout contrôlé. Le ballon, le rythme, le tempo. 0-0 à la pause. C'était pas grave, avec 2 victoires derrière, ils étaient champions. L'histoire semblait écrite. Et puis le football a décidé de rappeler à tout le monde qu'il peut être cruel. Un ballon tout simple arrive vers Gerrard. Un contrôle que n'importe quel joueur fait au moins 20 fois par match. Il avance, il ouvre le pied, son appui glisse et il tombe. Dembaba a récupéré la balle et est parti tout seul, il a marqué. La suite, c'est l'une des histoires les plus tristes du football. Ce moment est devenu un mème, une blague répétée en boucle, un chant que même des gamins nés des années plus tard connaissent encore. Mais ce que toutes ces blagues ne racontent pas, c'est le fond du problème. Gerrard n'a pas perdu un titre ce jour-là, il a perdu
15 ans de travail, 15 ans passés à compenser pour un club qui, lui, ne l'a jamais vraiment compensé. La glissade de Gérard n'a pas seulement coûté un but, elle a mis en lumière une vérité que personne ne voulait voir. Tout ce que Liverpool avait construit tenait sur un seul homme. Un homme qui était déjà à bout, physiquement comme mentalement. Un homme qui ne pouvait plus tout porter tout seul. Et le football ne l'a pas puni parce qu'il avait échoué. Il l'a puni pour avoir eu le courage d'essayer encore et encore. En 2015, Steven Gerrard ne courait plus après la Première Ligue. Il courait après le temps. Il savait que son corps n'était plus le même, que chaque match était un compte à rebours. Et puis il y a eu ce match, Liverpool contre Manchester United. Sa dernière guerre, son dernier classique. Il commence sur le banc et quand il entre en jeu, tout Anfield se lève. C'est son dernier United, sa dernière chance de tout donner en quelques minutes. Sauf que tout s'est joué en 38 secondes. Sur un duel, il perd ses nerfs, marche sur Ander Herrera et l'arbitre sort le rouge sans hésiter. 38 secondes, la fin la plus brutale, la plus ironique d'un homme qui voulait tellement changer le match qu'il l'a quitté avant même d'y entrer vraiment. Le carton rouge le plus rapide de toute sa carrière. Tout le monde a dit que c'était de la bêtise ou un craquage, mais ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était Gérard tout simplement, réagissant avec le cœur comme il l'a toujours fait, dans un sport qui te punit dès que tu laisses l'émotion sortir. Il ne voulait pas blesser Herrera, il voulait juste rallumer quelque chose que son corps n'arrivait plus à suivre. Il y rentrait au vestiaire, la tête basse, mais son héritage avait déjà survécu à pire qu'un carton rouge. Quelques mois plus tard, il quitte Liverpool pour les Los Angeles Galaxy. Et son dernier match à Anfield n'a pas ressemblé à un hommage, c'était presque un deuil. Le COP n'a pas chanté pour célébrer un héros qui partait, ils ont chanté pour un homme à qui ils n'avaient jamais réussi à offrir ce qu'il méritait vraiment. Aucun joueur en Angleterre n'a autant compté, autant donné, autant tout laissé sur le terrain, avec un 0 aussi bruyant dans son palmarès. Gérard n'est pas devenu une légende parce qu'il a tout gagné. Il est devenu une légende parce qu'il a tout gagné, sauf le seul trophée que son pays respecte plus que tout. Et c'est là toute la contradiction. S'il avait signé à Chelsea, il aurait plusieurs titres de Première Ligue. Mais s'il avait signé à Chelsea, il ne serait plus Steven Gerrard. Il est devenu immortel sans ce trophée-là. Et c'est peut-être ça le plus fou. Les joueurs gagnent des championnats, les légendes n'en ont pas forcément besoin. Demande à n'importe quel supporter de Liverpool ce que Gérard représentait, et il te dira quelque chose qu'aucune médaille ne pourra jamais offrir. Ils te diront tous, Gérard nous a redonné envie d'y croire. Steven Gerrard n'a pas échoué parce qu'il n'a jamais remporté la Première Ligue. C'est la Première Ligue qui a échoué en ne le couronnant jamais. Et c'est pour ça qu'il reste encore aujourd'hui le plus grand joueur anglais à n'avoir jamais gagné ce trophée. Et surtout, celui dont l'héritage n'en a jamais eu besoin.